Bonjour et bienvenue à cette conférence sur le Hero User Journey où nous allons voir comment transformer nos utilisateurs en héros. Avant de commencer, un mot très rapide sur moi. Donc, je suis UX designer et UX writer à Esculinante. Ça fait plus de 25 ans que je traîne ma bosse dans le digital. 26 pour être précis d'ailleurs, c'est marqué. J'ai une attirance toute particulière pour les pratiques UX un peu hors normes qui sortent des sentiers battus pour l'adaptation UX en général. Et je suis également scénariste de bande dessinée la nuit, UX le jour, scénariste la nuit. Alors au programme, on va parler du voyage du héros. Je ne sais pas si jamais c'est une notion que vous connaissez, mais justement, on va voir un petit peu ce que c'est que ce concept-là. On va voir comment est-ce qu'on l'utilise dans des pratiques de conception et même des pratiques agiles, hein, tout simplement. Je ferai un petit exemple en vous parlant de back market, voir un petit peu comment est-ce qu'ils utilisent justement le voyage du héros dans la définition de leur communication. Et puis, on va faire en sorte de garder un temps d'échange questions-réponses. Voilà. Donc, ma présentation dure à peu près 45 minutes dans ces eaux-là, ce qui devrait nous laisser une dizaine de minutes pour les questions-réponses. À ce sujet, d'ailleurs, comme j'ai beaucoup de choses à vous raconter, je vous propose de garder les questions plutôt pour la fin, sauf si vous avez à un moment donné une question structurante, c'est-à-dire que vous êtes un peu perdu dans ce que je raconte, auquel cas, levez la main, je m'interromps, on prend une minute pour pouvoir répondre. Je laisse personne sur le bord du chemin. C'est ça aussi le voyage du héros. Alors justement, le voyage du héros, de quoi est-ce qu'on parle? En quelques mots, une définition, c'est un concept narratif qui date pas d'hier. Il a été inventé en 1949 par Joseph Campbell. Joseph Campbell, c'est ce monsieur-là, et le livre en question, Le héros aux mille visages, c'est dans ce livre-là qu'il décrit ce qu'est le voyage du héros. C'est une structure narrative en 12 étapes. Voilà, si on prend toutes les étapes de Campbell, elles sont 12 en tout, qui sont destinées à construire et ordonner le voyage initiatique d'un héros. Et c'est appliqué dans de très nombreux récits que vous connaissez forcément. Ça va de l'Odyssée, donc oui, ça date pas d'hier. Quand je vous dis 1849, c'est un petit peu plus vieux. Les contes des frères Grimm, tous les Disney, Star Wars, Matrix, Lord of the Rings, etc. À partir du moment où vous avez une sorte de quête initiatique, de l'aventure, des héros, souvent, on utilise partiellement ou complètement cette structure narrative. Alors, je vais commencer par la décrire en tant que telle, et puis après, on verra ensemble comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans nos projets digitaux. Parce que le but n'est pas seulement de parler, même si c'est sympa, hein, de parler de bouquins et de films. C'est pas le but, je pense que vous n'êtes pas là pour ça non plus, mais je dois d'abord vous présenter les grandes étapes du voyage. Alors, je vais le faire à travers un petit dessin qui n'est pas de moi, il vaut mieux pas que je dessine, que je vais révéler progressivement. Et ce que je vais vous montrer là, c'est une structure simplifiée. Je ne vais pas montrer les 12 étapes, ce serait un petit peu trop long. C'est une structure simplifiée du voyage du héros. Donc, dans les récits qui suivent le voyage du héros, on a donc un petit personnage, hein, tout simplement, qui part à l'aventure, qui sort de chez lui, qui va rencontrer un mentor ou un guide qui va le pousser vers l'aventure, éventuellement en lui remettant, comme ici, vous voyez, une espèce d'épée magique, un talisman, un objet, peu importe lequel. Et il va franchir la frontière et rentrer en mode aventure. Pendant son aventure, il va rencontrer des alliés, il va traverser des épreuves, il va également s'entraîner, subir des tests, rencontrer des ennemis, jusque finalement l'affrontement final. Que ça soit contre Dark Vador ou une sorcière ou un dragon, peu importe, c'est l'affrontement final dont il sortira bien sûr vainqueur. Il recevra une récompense et il pourra rentrer chez lui auréolé de gloire. D'accord ? Ça, c'est une structure super simplifiée. Il n'y a pas 12 étapes, comme vous pouvez le voir. Chose intéressante, vous voyez, c'est une boucle. Il part de chez lui, il revient chez lui, à nouveau. Et puis, il y a une rivière en plein milieu. Et au milieu coule une rivière. Pour pouvoir séparer le connu de l'inconnu. En fait, toute la partie où il est chez lui, ben, il est tranquille. Voilà. Et puis, à partir du moment où il va franchir la frontière, il va rentrer dans l'aventure et donc partir sur quelque chose de complètement nouveau. Alors, j'attire votre attention juste sur un point qui ne figure pas sur ce pourtant brillant dessin. Il y a une étape dont je reparlerai plus tard sur le cycle de Campbell, qui a été posé par Campbell, qui n'est pas présent ici, qui est l'hésitation. L'hésitation se trouve juste avant la frontière.
C'est le moment où le héros est poussé à l'aventure, mais il se dit pourquoi moi, pourquoi j'irais, c'est dangereux, et puis pourquoi pas lui, voilà. Et à un moment donné, il franchit le pas, il y a différentes façons. Il peut se faire botter les fesses par le mentor, ou il peut y avoir un événement en particulier qui fait que finalement il part à l'aventure. Retenez-le dans une petite case mémoire, l'hésitation, qui n'est pas présente ici, on en aura besoin tout à l'heure. Alors, on pourrait se dire, est-ce qu'on a un seul modèle finalement pour tous les récits? Évidemment, la réponse est non. Si ce récit fait écho à, cette structure fait écho à des récits que vous connaissez, il suffit de parler de, par exemple, un film de David Lynch. Un film de David Lynch, ça suit une structure qui est dans la tête de David Lynch et qui n'appartient qu'à David Lynch. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est une structure narrative parmi tant d'autres. Mais elle est très utilisée et vous l'avez sans doute côtoyé plein de fois, ne serait-ce que quand vous étiez jeune et que vous lisiez des histoires, des contes, vos parents vous lisiez des histoires. La plupart du temps, ça suit Le voyage du héros de Campbell. Pour illustrer, juste rapidement, si jamais je reprends le dessin et que je mets des petites photos dessus, un héros part à l'aventure, rencontre un mentor, il croise des alliés, il va s'entraîner, va rencontrer des ennemis, traverser des tests, jusqu'à l'affrontement final. Donc il sortira vainqueur et il récupérera sa récompense avant de rentrer chez lui. Vous voyez, là, ça marche avec Star Wars, ça marche avec Lord of the Rings, ça marche avec Matrix, ça marche avec Le Roi Lion, ça marche avec l'Odyssée, ça marche avec plein de trucs. D'ailleurs, si jamais vous êtes vraiment curieux, si ce truc vous parle et que vous êtes vraiment curieux, tapez Le voyage du héros de Campbell sur Internet. Vous aurez le cycle complet avec les 12 étapes. Vous les prenez sur une feuille et vous regardez Star Wars épisode 4, donc le premier qui est sorti, A New Hope, et vous allez cocher toutes les cases, les unes après les autres, du début jusqu'à la fin. George Lucas a suivi exactement comme une recette de cuisine les 12 étapes du voyage du héros pour le tout premier Star Wars. Alors, ça n'empêche pas certains auteurs de faire des pas de côté. Vous voyez, par exemple, quand je vous parlais d'ennemis sur la partie qui est complètement à droite, Gollum, dans Le Seigneur des Anneaux, je vais vous spoiler un peu Le Seigneur des Anneaux, où on ne voudrait pas, je ne sais pas si je vais spoiler beaucoup d'ailleurs, mais Gollum n'est pas vraiment un ennemi. Parfois, il agit comme un ami. Alors oui, il est motivé par ses propres raisons, mais c'est ce qu'on appelle dans les récits, dans la narration, un trickster. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui oscille entre, grosso modo, le bien et le mal. On ne l'a pas dans le modèle de Campbell, le trickster. De même, dans l'affrontement final, l'affrontement dans la montagne du Mordor, ce n'est pas un affrontement physique, c'est plus un affrontement intérieur. Frodon va-t-il jeter l'anneau ou pas? Il hésite jusqu'au dernier moment. Et même, on peut toujours parler de Tolkien, sur la toute dernière image, au-dessus de Han Solo et de Luke Skywalker, Frodon rentre pas chez lui. Ça, c'est du vrai spoil, par contre. À la fin du Seigneur des Anneaux, il s'est tellement fait casser la figure pendant je ne sais pas combien de pages qu'il n'en peut plus, et il s'en va avec les elfes. Donc, il ne rentre pas chez lui. Tout ça pour dire qu'on peut très bien suivre une structure narrative et faire des pas de côté de temps en temps pour pouvoir s'en affranchir. C'est ce que fait brillamment Tolkien. Alors voilà, je ne vais pas plus loin sur le voyage du héros. Ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Je ne suis pas persuadé qu'à ce stade, vous ayez des questions. Je pense que vous allez en avoir après. Mais pour l'instant, vous devez surtout vous dire qu'est-ce qu'on fait avec ce truc en conception et qu'est-ce qu'on fait avec ce truc en agilité. Eh bien, on transforme de simples utilisateurs en héros. Je vais essayer d'accélérer parce que je ne suis pas sûr qu'on survive jusqu'à 15 heures. Alors, c'est génial. Héros et utilisateurs, même combat. Eh bien oui, regardez, je vais vous faire une petite comparaison très simple. J'ai encore simplifié le schéma tout à l'heure. Donc là, on part de l'étape 0. Le héros, il est chez lui, il ressent l'appel de l'aventure, il croise un mentor, passe la frontière et part à l'aventure. Il va rencontrer des alliés, s'entraîner, traverser des challenges jusqu'à l'affrontement final, après lequel il recevra une récompense avant de rentrer chez lui, tranquille, peinard, heureux, glorieux. D'accord ? Je suis exactement le même cycle, mais je remplace notre héros par un acheteur. On va l'appeler François. François, il aime bien écouter de la musique sur son enceinte Bluetooth chez lui. Le problème, c'est que son enceinte Bluetooth commence à vraiment fatiguer et il aimerait bien en changer. Donc, il est chez lui, étape 0, et puis il a une naissance d'un besoin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, définitivement, il a besoin d'une nouvelle enceinte Bluetooth. Donc, il y a des marques qui vont pouvoir répondre à son besoin. J'aurais dû mettre un S à marque, bien sûr. Il y a des marques qui vont répondre à son besoin. Et il va commencer une expérience qui est la quête
de l'enceinte Bluetooth ultime pour ses besoins, bien sûr, parce que François, il en a marre d'acheter des enceintes à 20 ou 30 balles et les changer tous les 2 ans. Là, il décide de mettre un gros billet. Donc, l'expérience va être proportionnelle au billet qu'il va mettre. Il va passer le temps qu'il faut pour pouvoir trouver le produit ultime. Et donc, il va faire des recherches sur Internet, il va faire des comparaisons, il va regarder des avis. Son expérience ne va pas seulement être digitale, d'ailleurs. Hein. C'est ça qu'il faut bien voir aussi. À chaque fois qu'on parle d'une expérience utilisateur, elle est rarement full digitale. Autour d'un apéro ou d'un dîner, il va discuter avec ses amis, il va peut-être aller en boutique pour demander des informations à des vendeurs. Bref, tout ça fait partie de l'aventure jusqu'au moment où il y a transformation. Entendez par là, achat. Ça y est, il a jeté son dévolu sur un produit, sur une enceinte qui lui plaît particulièrement. Il l'achète, il récupère le produit. Désolé pour le picto, hein, c'est pas adapté ici, c'était déjà pas adapté avant, mais voilà. Il récupère son enceinte Bluetooth, c'est la fin de l'expérience pour lui, et la nouvelle situation normale, qui redevient une situation zéro, est dans l'univers connu, il est chez lui à nouveau, sauf qu'il a ce nouveau produit, et que sa vie est bien entendu bien meilleure. J'attire votre attention sur la fin de l'expérience. Vous pouvez vous dire qu'est-ce que c'est, fin de l'expérience, puisque là, du coup, on va quand même pas modéliser le trajet depuis la boutique jusqu'à chez lui. On voit pas trop l'intérêt. La fin de l'expérience, c'est le moment un petit peu ultra joyeux, voire presque hystérique. On est heureux, on a notre produit, on veut l'essayer. On veut essayer plein de musiques différentes. On veut essayer de l'interfacer avec le PC. On veut essayer de l'interfacer avec le smartphone, avec plein de choses pour voir si jamais tout marche bien. On veut écouter à la fois de la grande musique et du métal pour pouvoir voir si jamais toute la couverture musicale se fait bien. Si on est content, on va en parler à ses amis, on va en parler sur les réseaux sociaux, on va peut-être remercier la marque. Il y a plein de choses qui se passent en fait à la fin de l'expérience qui correspond au back home, au voyage de retour dans le cycle de Campbell. Donc vous voyez, on peut très bien s'inspirer finalement du cycle du voyage du héros pour pouvoir travailler sur des expériences utilisateurs. Alors, si on veut aller un petit peu plus loin, comment faire? Alors, la conf s'appelle The Hero User Journey, donc vous vous en doutez, je vais vous parler de User Journey, je vais vous parler de parcours utilisateur. Très rapidement, pour faire une petite piqûre de rappel, ne lisez pas cette chose, c'est juste pour illustrer, il y a trop de texte, ça va vous brûler les yeux, ça ne sert à rien. Ce que vous voyez là, c'est un parcours utilisateur ou une carte du parcours client ou un User Journey. Pour la petite piqûre de rappel, c'est des choses qu'on fait en conception UX, pas forcément d'ailleurs, c'est des choses qui sont devenues très très communes, où on va modéliser les différentes étapes d'un processus jusqu'à généralement un dénouement heureux. Ici, on a John, vous voyez, qui est décrit brièvement, j'ai les bras trop courts, là, ici, John, qui est dans un processus d'achat d'une nouvelle voiture, qui a des attentes. Voilà, on décrit un petit peu la personnalité de John. C'est ce qu'on appelle un persona en langage UX. Je ferme tout de suite la parenthèse, c'est juste pour le terme. Et on va décrire ces étapes suivant des grands moments où on commence, où il va considérer l'idée de changer de voiture jusqu'au moment où il négocie sa voiture en concession et il part avec. Et puis, pour chaque étape, on va saucissonner en plus petites étapes, étape 1, étape 2, étape 3. Souvent, dans les parcours utilisateurs, on trouve aussi cette espèce de thermomètre, vous voyez, cette espèce de courbe qui, c'est bien, je fais des signes en l'air, comme ça correspond à rien, c'est sympa, qui correspond à son état d'esprit. Est-ce qu'il est curieux? Est-ce qu'il est au contraire méfiant, etc. Et là, il y a un petit truc en plus qui est sympa, qu'on ne trouve pas forcément dans tous les parcours utilisateurs, c'est des petits verbatims. Cette voiture est belle, leur profil Instagram est génial. Pourquoi dois-je donner mon adresse email pour télécharger un rapport automobile? C'est des questions qui peuvent se poser, des choses qui peuvent venir à l'esprit. C'est très intéressant parce que ça permet d'augmenter l'empathie qu'on peut avoir vis-à-vis de John pour mieux le comprendre. Okay? Ça, voilà, typiquement, c'est une user journey classique. Et moi, maintenant, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut faire une hero user journey. Eh ben, on peut partir, par exemple, de ce schéma. Alors, l'autre schéma que je vous ai montré avant fonctionne aussi, hein, mais celui-ci, je trouve qu'il est particulièrement réussi. Alors, j'allais déjà dire c'est un hexagone, mais non, pas vraiment. Il y a 7 côtés. C'est un septanome, je ne sais pas. Voilà, où on va partir de tout en haut, le Define Your Hero, et on va travailler de manière circulaire de cette façon-là. Alors, je vais vous donner un autre exemple. On ne va pas parler d'un processus d'achat cette fois, on va parler d'un futur étudiant, ou plutôt on va dire un étudiant qui vient d'avoir brillamment son BUT à l'IUT de Nantes, par exemple, à l'IUT informatique de Nantes,
et qui considère ou non une poursuite d'études. Alors, qui suis-je, moi, du coup, moi qui modélise ce truc? Je ne suis pas l'étudiant. L'étudiant, il ne se prend pas la tête à faire ce genre de truc, lui, bien entendu. Lui, il va faire son expérience, il va aller récupérer des informations et c'est tout. Non, moi, je suis, par exemple, je travaille à la communication de l'école et je suis là pour pouvoir donner les informations. D'accord? Alors, ce que j'aime bien faire quand je travaille sur ce genre de schéma, c'est un tic qui me vient de la bande dessinée. Une fois que j'ai l'intro, le futur étudiant, je décide, je me pose la conclusion. C'est-à-dire, c'est l'endroit où je veux arriver. OK? Avant de parler de The Return, ici j'ai positionné un héros, mais il peut y en avoir plusieurs. Hein, vous en doutez, vous pouvez avoir plusieurs cibles, plusieurs personas, pour pouvoir reprendre le terme de tout à l'heure, qui est très, très différent. Alors là, si on veut le faire comme il faut, on va dire, c'est Florent, il a 20 ans, voilà ce qu'il aime, voilà ce qu'il n'aime pas. On essaye de donner une personnalité. Et puis, on peut avoir Sophie, qui a 21 ans, qui a tel trait de caractéristique, etc. etc. Et bien entendu, c'est des personnages qui sont différents. Ça n'a absolument aucun intérêt de juste les faire changer de sexe ou de couleur de cheveux. C'est de la perte de temps. Mais ça peut être des profils qui sont tellement différents que l'expérience en sera modifiée. Okay, donc là, on va faire ce truc-là pour chacun de vos cibles, chacune des personnages. Chacun des personnages, idéalement. Et donc, je vais me positionner sur le but final. C'est ce que je positionne dans The Return. Mon but, à moi, en tant que responsable com de l'école, c'est de fournir à cet étudiant toutes les infos pour décider. Alors, vous allez me dire, non, mon but, c'est de le recruter. Pas forcément. Moi, en tant que personne responsable de cette école-là, je n'ai pas des problèmes de recrutement. Je veux recruter des élèves qui sont motivés, qui sont intéressés par mon cursus, qui vont s'éclater, avec qui ça va bien se passer, et puis qui vont cravacher grave pour avoir leur diplôme et me booster mon pourcentage de réussite. Je m'en fiche, moi, de recruter au maximum. C'est pas, je ne vends pas des voitures. Donc, vous voyez, là, ici, le The Return, finalement, le but final, il est vraiment différent. Et ça fonctionne tout de même. Et puis, après, derrière, pour chacun des segments, on va réfléchir, on va cogiter. Je vous expliquerai comment est-ce qu'on peut monter un atelier de ce type-là tout à l'heure. Je vous montre d'abord l'exemple. J'ai mis 3 capsules, 3 idées à chaque fois, mais on peut aller beaucoup plus loin naturellement. Le call to action, c'est qu'est-ce qui va le décider à chercher des informations sur une poursuite d'études. La pression des parents, la réputation de l'école, par exemple, l'avis des amis, l'avis d'anciens étudiants, collègues étudiants qui étaient dans la promo juste au-dessus de lui et qui lui disent « Moi, j'ai fait une année, là, c'est génial, tu devrais venir, tu vas t'éclater ». Le segment suivant, c'est l'hésitation. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous l'ai dit de bien regarder dans une case mémoire. C'est le refusal to engage. Pardon pour l'accent, c'est approximatif, ce n'est pas le but. Donc là, c'est qu'est-ce qui pourrait le freiner? Déjà, il a peut-être envie de travailler maintenant. Il est à Bac+3, il peut bosser maintenant et puis faire une poursuite d'études plus tard ou apprendre sur le terrain. C'est tout à fait possible. Il peut avoir des doutes sur les débouchés. Tout à l'heure, je te donnais un exemple de l'IUT informatique. Aujourd'hui, je pense qu'avec les IA génératives, on peut se poser la question de savoir jusqu'où aller en études pour pouvoir ne pas se retrouver concurrencé, entre guillemets, par des IA. Les études peuvent être difficiles. Si ça se trouve, notre étudiant, là, il en a bavé déjà pour arriver jusqu'à Bac+3. Et il se dit, j'ai pas envie de me refaire encore 2 ans. Là, je vais pleurer des larmes de sang. C'est bon, j'arrête là. Qu'est-ce qui va le pousser, finalement, à non pas poser un dossier, n'oubliez pas le but. Le but, c'est d'aller récolter les bonnes informations, toutes les informations pour qu'il puisse décider. Qu'est-ce qui va le pousser, finalement, à passer le seuil? Par exemple, une visite du site Internet, discuter avec un conseiller d'orientation, venir aux portes ouvertes, tout simplement. Là, c'est déjà un premier pas. Ça ne veut pas dire qu'il va aller plus loin. Ça se trouve, il va venir sur le site web, il va faire « Ah non, ça ne me plaît définitivement pas ». Il va aller aux portes ouvertes, il va trouver les locaux pas terribles, il va avoir des échanges qui ne le convainquent pas. Il fait « Non, stop, j'arrête là ». OK? Mais c'est des étapes qui lui permettent d'avancer. Et puis, bien entendu, il va avoir des challenges. Il va devoir répondre à des questions sur le volume de travail. Si, par exemple, l'école elle est privée, est-ce que ce n'est pas trop cher? Puis vivre loin de chez soi, ça peut être sympa, mais c'est aussi très, très contraignant. Voilà. Et c'est des choses qui peuvent être également des freins. Alors, vous allez me dire, ce truc-là, là, ça fait un peu écho à refusal to engage, finalement. Sauf qu'il y a une vraie différence. Dans le refus de s'engager, dans l'hésitation, nous, on ne sait pas qui est cette personne. On n'est pas encore rentré en contact avec elle, en fait. Et quelque part, on ne peut rien pour elle. Moi, en tant que communicant de l'école,
de savoir qu'il y a un étudiant qui se dit « je vais travailler maintenant ou est-ce que je vais faire une poursuite d'études ?» J'en sais rien. Puis même, voilà, les deux solutions, il n'y a pas une solution qui s'impose par rapport à l'autre. Après tout, c'est peut-être, il trouvera plus sa voie si jamais il va bosser maintenant et qu'il apprend sur le terrain, plutôt que de faire 2 ou 3 années de plus encore, où il va encore beaucoup théoriser, il va s'ennuyer, puis peut-être que ça va lui servir à rien. C'est pas à moi de répondre à cette question-là. Par contre, c'est à moi de lui apporter toutes les infos pour qu'il puisse y répondre. Par contre, les challenges ici, là, à ce moment-là, il est rentré en contact par le porte ouverte, par la visite du site web, peut-être qu'il a échangé des cartes de visite avec des étudiants qui sont en place dans mon école, que ce soit des cartes de visite sur des réseaux sociaux ou lors des portes ouvertes, il peut avoir des échanges. Et là, à ce moment-là, j'ai une carte à jouer. En gros, le challenge, ce sont des choses auxquelles moi, je peux agir. Le refusal to engage, c'est un truc qu'il faut que je garde à l'esprit, qui me permet d'avoir un comportement, une conception qui est empathique par rapport à cette personne parce que je la connais bien. Mais je ne peux pas répondre. Alors si, doute sur les débouchés, si, en l'occurrence, si, ça, je peux y répondre. Ah, l'exemple de merde que j'ai pris, pardon, excusez-moi. Et puis enfin, la transformation, c'est il faut que je lui apporte tout ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait par exemple, il peut avoir la perspective de nouveaux amis. C'est pas exhaustif, hein, n'oubliez pas. C'est-à-dire que les portes ouvertes, par exemple, il a rencontré des gens super sympas et il se dit, moi, je me vois bien vivre dans ce cadre-là, je vais me faire des nouveaux copains, ça peut être sympa. Je peux avoir un réseau professionnel qui sera beaucoup plus étoffé que là où j'en suis rendu aujourd'hui, parce qu'il y a une véritable empreinte professionnelle des entreprises au sein de l'école, ce qui n'était pas le cas, par exemple, dans l'IUT de quel je sors, et j'ai une vraie vision du futur. OK ? Et à partir de là, il a toutes les infos pour décider. J'ai rempli ma mission. S'il est intéressé, il postulera. Si nous, on est intéressé, on le prendra. S'il n'est pas intéressé, il a ses raisons, qu'il continue sa vie, on ne lui en veut pas. Encore une fois, on ne lui vend pas des voitures. Et j'ai fait exprès de prendre cet exemple-là, justement parce qu'il y en a un petit peu marre des user journey où à chaque fois on vend des trucs. Oui, je sais, c'était les 2 exemples que j'ai pris avant, mais justement, il était temps d'en sortir. Alors, c'est bien joli tout ça, mais comment est-ce qu'on organise un atelier pour pouvoir pondre ce genre de choses? Alors, on réunit des gens qui sont prêts à se creuser un petit peu le ciboulot, donc des gens qui sont plutôt issus pour cette discipline-là, un petit peu de la com, du market, le directeur de l'établissement, mais également des élèves qui peuvent être en dernière année ou des anciens élèves qui étaient particulièrement impliqués dans l'école. Un représentant du bureau des étudiants, ne leur prenez pas l'armée mexicaine. Hein. Si vous avez déjà animé des ateliers de conception, vous savez qu'à un moment donné, il y a un stade où c'est le bazar et on n'avance plus à rien. D'accord ? Recrutez 6 à 8 personnes maximum. Partez sur 6, généralement vous en aurez 8. Si vous partez sur 8, vous en aurez 12. Ça se multiplie, ces gens-là, c'est incroyable. Donc, vous les faites travailler tout simplement. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en amont de l'atelier, c'est d'avoir défini pour gagner un petit peu de temps, c'est des choses qui peuvent être faites en amont. Quels sont les héros, finalement, donc quels sont les personas, quelles sont les cibles, c'est des choses que généralement on sait. Donc, on peut faire un atelier qui ne dure pas très très longtemps pour pouvoir personnaliser un petit peu mes différentes cibles. Et puis, on se met d'accord sur the return, on se met d'accord sur ce qu'on veut atteindre comme objectif. Comme ça, on entre directement dans les parties où vous avez les capsules bleues, donc vraiment dans l'aventure en elle-même, dans le voyage du héros en lui-même. Généralement, ce que je fais, moi, c'est que je fais travailler les gens en binôme. Je trouve qu'ils travaillent mieux en binôme. Donc, des binômes qui n'ont pas l'habitude de bosser ensemble, c'est encore mieux. Hein. Ça ne sert à rien de prendre des gens qui travaillent dans le même bureau tout le temps, qui sont en phase mentalement par habitude. Donc, au contraire, le but, c'est de casser les habitudes. Et on va leur demander de produire des idées dans la première section, call to action. Donc là, ils se lâchent, d'accord ? Ils produisent des idées. À chaque fois que vous entendez idées, convertissez par post-it, bien sûr. On va leur demander de produire des post-it, et puis une fois qu'ils ont produit des post-it, ils viennent les présenter, ils viennent les coller justement dans cette section-là. Ils les présentent très très brièvement. S'il y a des doublons, je demande aux binômes qui ont produit les doublons de venir coller, sans en rajouter, juste venir coller par-dessus pour qu'on puisse voir qu'il y a une masse, ou non d'ailleurs, de post-it sur telle ou telle idée. Et une fois que tout le monde l'a fait, je demande donc on en profite pour pouvoir discuter pendant ce temps-là et on fait un vote. Parce que le risque, c'est que si dans le call to action, vous gardez 10 idées, c'est déjà beaucoup. Hein, et je peux vous dire que quand on laisse cogiter les gens librement, et c'est le but ici, les idées, 10, c'est le minimum pour ce genre de truc. Hein. Vous allez plus en avoir 15. Sauf que si jamais vous les laissez toutes les 15, il faudra les traiter toutes les 15. Et le problème, c'est qu'au fur et à mesure, vous allez accélérer et les 15 vont devenir à la fin 30.
Et quand vous vous retrouverez avec cette montagne de post-it, vous ne saurez pas gérer. Ce serait trop compliqué. Vous pourrez gérer, mais ce sera beaucoup trop long. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un vote. Une fois que les gens ont discuté entre eux et qu'ils ont posté les post-it, on leur donne des gommettes, tout simplement. Et on leur dit, voilà, votez pour les idées qui vous plaisent. Et on en garde 5. La règle du jeu, c'est on en garde 5, 6, 7. Tout dépend après derrière. Si jamais il y en a moins de 5, si vous fixez 5 par exemple comme limite, si il y en a moins de 5, vous ne faites pas de vote. C'est ridicule, puisque de toute façon, vous allez garder les 4. Mais si par contre vous dépassez votre quota, vous faites réduire. Alors, je l'ai déjà fait une fois, ce truc-là, en faisant le vote à la fin. C'est un enfer. C'est un enfer parce que du coup, on filtre jamais rien. Et donc, du coup, on essaye de répondre. On essaye, par exemple, quand on fait le refus de l'engagement, on va essayer de répondre dans la partie crossing the threshold. C'est-à-dire qu'on va dire, bon, pour telle chose où il n'a pas envie d'y aller, comment est-ce qu'on peut y répondre? Y compris les choses qui sont mineures, qui sont un peu futiles, ou alors des choses qu'on n'arrivera tout simplement pas à traiter. D'accord? Donc, le mieux, c'est à chaque étape, on vote. C'est le principe, le grand principe qu'on trouve dans la plupart des pratiques de design thinking et qu'on trouve en UX. C'est ce qu'on appelle le diverge-converge. Pardon, diverge-converge, pas facile. C'est le diverge, c'est on produit autant d'idées qu'on peut, d'accord, librement. On discute et après, derrière, on converge en se mettant d'accord sur les idées qu'on va finalement conserver. Il n'y a rien de mieux qu'un petit vote avec une petite gommette, c'est assez fun en plus de ça. Voilà. Et tout le reste, on ne le jette pas, bien entendu, parce que c'est un savoir intéressant. On le conserve dans un coin. On ne sait jamais, ça peut ressortir à un moment donné. Et on le fait pour chaque étape. Et de cette façon-là, vous allez obtenir votre voyage du futur étudiant héros et avec des actions pour pouvoir l'aider à récupérer toutes ces infos. Je ne vous ai pas trop paumé, ça va? C'est bon? Ok. Alors, je vous avais promis de vous parler un petit peu du voyage du héros en mode pratique agile. Allons-y. Et on peut également utiliser le voyage du héros pour pouvoir faire adapter des pratiques qu'on a dans nos sprints ou autres. Comme par exemple la Retro Hero, qui sert pour les rétrospectives. Ah, les rétrospectives, on les aime, les rétrospectives. On cherche à chaque fois à changer un petit peu, s'adapter au contexte, s'adapter à l'auditoire, à l'actualité, pour pouvoir essayer d'attirer l'attention. Là, ce que je vous propose ici, la Retro Hero. Alors, cherchez pas Retro Hero sur Google, tapez plutôt Rétrospective Hero Guide Cavern Treasure. Si jamais vous voulez vraiment la structure détaillée, vous l'aurez. C'est Retro Hero, c'est mon appellation à moi. On a 4 cases. Et sur ces 4 cases, on va, dans la partie supérieure, parler des gens de l'équipe, des gens qui sont présents à la rétro. Et dans la dernière partie, on va plus parler des process. Et en fait, cette pratique-là est surtout intéressante pour les 2 premières lignes. Parce qu'elle positionne les membres de votre équipe comme des héros. Alors, ça peut paraître fun comme ça, mais il y a, dans le verbatim et dans l'approche, ça apporte à la fois du ludique, ça change un petit peu de l'étoile de mer, du bateau, de Rose Bunthorne, il y en a marre de tout ça. Ça change un petit peu et ça permet de se focaliser plus sur l'équipe que sur les process. Moi, il m'est arrivé de faire de la Retro Hero en dehors d'une rétrospective classique avec le client, juste en interne, parce que je sentais que ça coinçait un petit peu au niveau de l'équipe, qu'il y avait un souci et du coup, on dédramatise en partant de ce principe-là. Donc, comment est-ce qu'on fonctionne? Dans la case héros, chaque participant de mon équipe qui est présent dans la rétrospective va se décrire, il va décrire ses pouvoirs. Il va décrire un super pouvoir, sa spécialité absolue, puis une faiblesse quand même, un truc qui ne va pas. On dirait presque une fiche de jeu de rôle, voilà, ou une fiche de super-héros. Vous pouvez le faire dans n'importe quel contexte. Vous pouvez le faire dans un contexte de super-héros Marvel ou DC Comics. Vous pouvez le faire dans un contexte de Star Wars, de Lord of the Rings. Vous pouvez que vous soyez dans un contexte d'aventure qui est propre au voyage du héros. Ça dépend de votre auditoire, en fait, tout simplement. Alors, il y a des auditoires qui ne vont pas du tout percuter. C'est pour ça que je dis c'est plus avec de l'interne. Il y a des clients qui sont un peu droit dans leurs bottes. Si vous leur dites « Quel personnage de Star Wars es-tu » Je te vois bien en Yoda. Je pense qu'à un moment donné, ça peut coincer. Ça peut, voilà. Donc, choisissez bien avec qui vous le faites. Une fois que les membres de l'équipe ont fait ça, on va parler des guides. Qu'est-ce qui nous guide? 2 choses. Ce sont des personnes qui peuvent être internes ou externes à l'équipe, et puis également des ressources. Alors oui, on parle de personnes ressources, je sais, mais j'entends par là des ressources, ça peut être de la littérature, ça peut être des sites internet, ça peut être des bases de données, des outils, etc. D'accord? On va mettre en avant les gens. Alors vous avez vu, on ne parle plus de mentor là. Mentor, c'est un peu lourd.
L'étape d'après, c'est gourou, vous voyez. Donc, parce que là, vous êtes au niveau facilitation sur ce genre de truc, vous êtes sur la limite. Parce que vous allez forcément, dans l'équipe, mettre en avant certaines personnes qui sont des personnes locomotives. D'accord ? Qui sont les super-héros, le Superman de l'équipe, le Batman de l'équipe, et pas le Aquaman ou le Shazam de l'équipe. Voilà. Ça ne veut pas dire que je cherche à me moquer et à faire à mettre les gens dans des cases. Je cherche juste à identifier les forces, les gens qui nous sortent un peu des ronces quand c'est vraiment difficile, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne rende pas. Comment on dit déjà ? Qu'on ne rende pas à Superman sa kryptonite ? Non, c'est pas ça. Voilà. Qu'on ne rende pas à César ce qui appartient à César. Ouais. Donc, c'est important de les mettre en avant. Et puis, il y a une pratique que j'aime bien rajouter, c'est le guide parfait. J'aime bien ça, ou ce que j'appelle la baguette magique. On demande, on fait un petit tour de table pour savoir, ça serait quoi le guide parfait ? Qu'est-ce qu'il ferait ? Par exemple, moi, développeur informatique, le guide parfait, il arrive et puis, par imposition des mains, il corrige mes bugs. Ça serait chouette. On s'en fiche, c'est baguette magique, donc on peut y aller. Alors, on peut dire, ça ne sert à rien, on ne trouvera jamais une personne comme ça. Non, mais par contre, si une personne aimait ce genre de choses, même en rigolant, c'est qu'il y a un souci avec les bugs. Peut-être qu'elle est en difficulté lors de la phase de recette, lors de la phase de test utilisateur. Peut-être qu'elle code trop vite et qu'elle génère trop de bugs. Et donc, du coup, hop, je le note, je le retiens, et j'en parlerai avec lui plus tard. Sur la fin, la caverne, alors ça peut être un donjon, ça peut être une île au trésor, ça peut être ce que vous voulez en fonction du contexte. Ça peut être la base de Lex Luthor, peu importe. Là, on va plus être dans quelque chose de plus classique. La caverne, c'est l'aventure, c'est là où on rencontre les défis, les oppositions et les freins. Ce qu'on a là-dedans, tout à l'heure, j'ai fait un parallèle avec le speedboat, vous savez, avec le bateau. On a l'encre, on a le récif. On va mettre ça là-dedans. J'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi il y avait encre et récif à part. C'est des choses négatives. On peut faire un gros paquet négatif et surtout parler des choses positives, des choses qui nous font avancer. C'est surtout ça l'intérêt. Et puis, le treasure, c'est toutes les valeurs. Entendez par là les valeurs sûres. Et puis, les axes d'amélioration qu'on peut avoir pour aller toper encore plus de trésors. Ce qui est intéressant, pour pouvoir le faire ici, c'est d'arriver à mettre en condition. Alors, n'hésitez pas à utiliser un petit icebreaker, même si, très honnêtement, la phase de hero sert de icebreaker. Le fait de demander aux gens de s'imaginer dans un contexte héroïque et de s'imaginer en héros, ça donne lieu généralement à des récits assez drôles. Il suffit de demander aux gens de venir se présenter un peu en mode héros, et puis voilà, on a icebreaké directement. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est vraiment sur les 2 premières phases, Hero et Guide. N'hésitez pas, là c'est un super résumé, je n'ai pas le temps de rentrer en détail. Il y a des articles qui existent sur ce truc-là et qui sont vachement intéressants. N'hésitez pas. Si jamais vous aviez 4 choses à retenir de tout ce que je vous ai raconté, et après je pars sur l'exemple de Back Market. Et après, ça sera les questions-réponses. 4 choses à retenir. Le voyage du héros quand on utilise le voyage du héros, on se place dans un état d'esprit qui favorise la créativité et l'empathie. À partir du moment où on considère des utilisateurs, des clients, parce que on ne va pas se mentir, ça marche quand même mieux quand on a des histoires à raconter, quand on a un site e-commerce, quand on développe une application interne à des fins bancaires ou d'assurance pour des conseillers. Ça peut marcher, ça marche aussi, ce n'est pas un problème, mais c'est plus difficile, c'est plus poussif. Il y a d'autres modèles qui sont sans doute plus efficaces que celui-ci. C'est un état d'esprit qui favorise la créativité et l'empathie. L'utilisateur, c'est le vrai élément central du voyage / de l'expérience. D'accord ? Il y a certains UX designers, avec lesquels je ne suis pas forcément en phase, mais bon, qui trouvent que le user journey tel qu'il existe aujourd'hui, tel que vous l'avez vu tout à l'heure avec John qui veut acheter une nouvelle voiture, n'est pas centré utilisateur, mais centré autour de la marque. Parce qu'on considère que John, il a absolument besoin d'une voiture. Il n'a peut-être pas forcément besoin d'une voiture, en fait, John. Il va peut-être sortir de son voyage à un moment donné. Et puis, on considère que John, il va acheter une voiture chez nous. Forcément, on ne va pas l'acheter à côté. D'accord ? Et ce fait de finalement que l'objectif, ça soit une vente de ma marque, fait que je peux biaiser un peu en tirant la couverture un petit peu à moi. Le voyage du héros permet un peu plus de liberté, permet de prendre un petit peu plus de hauteur et d'éviter ce genre de choses. Même si un parcours utilisateur qui est bien emmené en atelier par un animateur qui connaît bien son job,
a priori, ça devrait le faire aussi, sans problème. C'est un concept narratif qui parle à tout le monde. Et c'est ça qui est marrant, c'est qu'à partir du moment où, vous savez, le diamant à cette face, là, tout à l'heure, c'est absolument pas réaliste pour un diamant, mais bon, même sans rentrer dans les détails, juste en expliquant, eh bien là, on va considérer des utilisateurs comme des héros, juste on introduit, et puis on va dire, ben voilà, dans les étapes de son voyage, voilà, il va partir à l'aventure, il va hésiter, finalement il va y aller, il va rencontrer des challenges, etc., etc. C'est pas la peine d'aller plus loin, ça parle tout de suite en fait. On fait ah ouais tiens bah oui c'est vrai effectivement. Et même sans s'en rendre compte, sans faire comme dans Lord of the Rings, c'est pas ça l'objectif. C'est juste que ça parle forcément parce qu'on a entendu des histoires, on a lu des bouquins, on a lu des BD, on a joué à des jeux vidéo qui étaient sur ce mode-là. On a peut-être fait des jeux de rôle, on a aussi été au cinéma et depuis tout petit, on est confronté à ce modèle-là. Il est ancré en nous en fait. Donc le fait de le faire rentrer en résonance avec une pratique de conception est immédiate. Et enfin, c'est transposable sur des pratiques projets. Là, je vous en ai montré deux, mais n'hésitez pas à faire des recherches sur Google. Vous tapez Hero User Journey ou User Journey Conception, Agile, etc. Vous allez voir. Puis vous ferez le tri, parce qu'il y a des choses qui sont un peu barjos quand même dedans, on ne va pas se mentir. Comme toujours, quand on fouille dans des pratiques, tout le monde nous sort son truc. Et puis à un moment donné, voilà, il y a des choses qui sont un petit peu étranges. Alors, back market. Qu'est-ce que back market? Donc, backmarket.com est un site institut de marque, mais c'est aussi un site internet, si je rajoute le .com à la fin, qui vend des produits de haute technologie, un téléphone, tablette, téléphone, reconditionnés. D'accord? Je suppose que vous savez tous ce que c'est que le reconditionnement. N'hésitez pas à me dire, non, c'est bon? Bon, je ne le décris pas. Ça m'arrange, merci beaucoup. Ça me fait gagner du temps. Donc, Back Market, voilà, là, c'est une capture d'écran de la partie supérieure de la page d'accueil. Le site internet très, très classique, très sobre. On en reparlera tout à l'heure. Comment dire? L'expérience digitale liée à Back Market, elle est classique plus, j'allais dire. C'est-à-dire que je vais rentrer dans des catégories de produits, je vais voir des fiches produits que je vais mettre dans mon panier, que je vais commander, je vais les recevoir. Et puis éventuellement, après derrière, je serai en interaction avec la marque, produit SAV ou autre, peu importe. C'est quelque chose d'assez classique. Pourquoi le plus derrière, classique plus? Parce que justement, il y a toute la tonalité, il y a tout le discours derrière. Il y a tous les petits jeux de mots, il y a toutes les petites choses un peu sympas qu'on trouve derrière. Je vous en parlerai après. Comment est-ce que Back Market a utilisé le voyage du héros pour pouvoir définir sa communication? Eh bien, tout simplement en partant sur deux valeurs, deux enjeux majeurs chez eux. L'enjeu environnemental, si jamais vous achetez un téléphone, par exemple, reconditionné plutôt que du neuf, vous allez cramer un peu moins la nature, puisque c'est du reconditionné. Et puis, des enjeux socio-économiques. Économiques, parce que c'est moins cher, et sociaux, parce que ça va permettre à des personnes qui n'auraient pas les moyens d'accéder à un téléphone ou un ordinateur de cette catégorie neuf, qui vont pouvoir y accéder en reconditionné. Ces deux piliers, en les transposant dans leur discours, vont faire de leurs clients des héros. Je vais vous donner des exemples. Les exemples que vous allez voir là, c'est des exemples de panneaux publicitaires online, qu'on peut trouver sur différents sites, y compris le leur, des emails, mais également des affichages qu'on trouve dans le métro ou ailleurs. Donc, quand vous achetez ces back market, vous économisez la nature. Il y a offre spéciale, moins 91% sur l'empreinte carbone. Là, on se positionne directement comme défenseur de la planète. Vous remarquerez quand même le petit verbatim offre spéciale. D'accord? On commence déjà à jouer sur les deux tableaux. Mais j'économise aussi mon argent. D'accord? Là, c'est de la com qu'ils font souvent pour les Black Friday. Voilà. Chez Back Market, le Black Friday s'appelle juste vendredi. Parce que les prix bas, c'est toute l'année. Donc, prenez votre temps, vous ne stressez pas, vous achèterez plus tard. Vous remarquerez une chose, c'est la petite baseline « New is old ». J'en reparlerai tout à l'heure. C'est un fer de lance, cette petite baseline de la communication de Back Market. Et puis, comment j'embarque les gens, en fait, en mixant les deux, économiser la nature et votre argent. Voilà. Économiser de l'argent, donc là, je suis cash avec mes consommateurs, je suis cash avec mes cibles, et puis, et même de l'or, du pétrole, du cobalt. Là, carrément, en deux phrases, en quelques mots, toutes les valeurs de la marque, elles sortent. Et elles me positionnent, moi, en tant que héros. Je fais un geste pour la planète, puis en plus, je fais un geste pour mon porte-monnaie, ce qui est plutôt cool.
Et ça me positionne comme quelqu'un d'un peu à part. Pour pouvoir vraiment enfoncer le clou, Back Market fait un petit peu de l'humour provoque. Voilà, c'est l'histoire d'un iPhone vendu 1 000 € à sa sortie, fin de la blague. Voilà, donc on va avoir tendance à pirater l'esprit du neuf. D'ailleurs, le leitmotiv des équipes en interne, c'est s'aborder l'esprit du neuf. Vous ne le trouverez jamais tel quel, parce que c'est un peu trop boum, d'accord? Mais pour les équipes entre elles, se considèrent comme des pirates qui cherchent à s'aborder l'esprit du neuf. Donc on ringardise le neuf de cette façon-là. Là, c'est ma préférée, celle-ci, je kiffe, ça, c'est génial. Je suis admiratif de ce genre de com. Donc là, c'est dans le arrêt Bercy au métro à Paris. Quoi de neuf? Rien. Ben ouais. C'est juste génial. Il n'y a rien de neuf, en effet, chez Back Market, puisqu'on ne fait que du reconditionnement. Donc on explique après derrière. Le new is old est toujours là. Et puis, vous voyez, le neuf s'est dépassé. On a même le petit renfort derrière le neuf s'est dépassé. On ringardise le neuf. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on est cool, nous, clients de Back Market. On n'est pas comme les gens qui font la queue. Pardon, excusez-moi si jamais il y en a d'entre vous qui fait ça, mais je ne cherche pas à regarder, je ne juge pas. Moi, je parle juste de la communication de Back Market, c'est tout. On pouffe un peu en imaginant qu'il y a des gens qui puissent faire la queue devant l'App Store et puis faire un énorme chèque pour récupérer le dernier iPhone. On leur dit, c'est dépassé, quoi, ça c'est pas bon. Donc, en bref, les héros de Back Market. Je valorise de super clients, en quelque sorte. Vous protégez la planète, vous faites du bien à votre porte-monnaie, et puis vous participez à un mouvement malin, cool. Vous êtes plus cool que les acheteurs du neuf, finalement, pour la planète, déjà. Et puis, en favorisant le reconditionnement, vous favorisez un état d'esprit qui va faire que le reconditionnement peut devenir la nouvelle norme. Il y a une tonalité sur le site internet, justement, la tonalité mentor guide qui est cool, en mode bon pote. Il y a des bons mots, il y a des blagues, plus ou moins efficaces d'ailleurs, mais peu importe. C'est, voilà, on n'est pas dans l'explication stricte, dans la réassurance bateau, on est plus en mode je te prends par l'épaule et puis je vais te rassurer et tout, viens, on va boire un coup. Ça fait un peu ça. Il y a une transparence aussi, c'est-à-dire que sur les fiches produits, vous avez des avis qui sont libres. Alors, j'ai marqué modération légère, bien entendu, si vous mettez des insanités, vous tapez votre message, tapant avec votre tête sur le clavier, ça ne passera pas, bien entendu, la modération. Mais à partir du moment où vous dites franchement ce que vous pensez, y compris que vous êtes très insatisfait et que vous avez reçu votre appareil qui ne marchait pas, etc., vous avez le droit de le dire. Et ça restera. Le site web, comme vous l'avez vu tout à l'heure, fond blanc, très très simple, quelques photos, il est éco-conçu. C'est logique. Si je fais du reconditionnement et que me veux un champion de la planète, je ne vais pas faire un site avec des gros hero banners, des vidéos qui tournent à bloc en fond, en pleine page. Ça n'irait pas. Il y a un truc qui coince. D'accord ? Donc là, je me dois de le faire de cette façon-là. Et enfin, en interne, d'après les témoignages que j'ai lus, qui apparemment ont été rédigés sans pression, officiellement, les employés sont considérés eux aussi comme des héros. Et ils sont régulièrement consultés, ils sont chouchoutés, et ils sont enrôlés dans l'esprit pirate, justement, ce que je disais tout à l'heure, l'esprit sabotant, l'esprit du neuf, où on travaille ensemble là-dessus, à réfléchir comment est-ce qu'on pourrait encore plus saboter l'esprit du neuf. Voilà. Et puis là, vous voyez, là, c'est d'autres choses. Ce que je vous disais, fier de ne rien produire, ça, c'est intéressant parce que ça met en écho, justement, la valeur des gens qui travaillent dans cette boîte, qui sont fiers de ne rien produire. Du coup, ça parle à la fois aux personnes qui passent, qui ne travaillent pas chez Back Market, qui sont des consommateurs en potentiel, mais également, ce genre de message fait énormément plaisir aux gens qui travaillent chez Back Market. C'est pas neuf, c'est nouveau. Là, c'est juste, c'est sympa parce que c'est finalement neuf et nouveau. C'est des mots qui ont une valeur différente. On les remet vraiment côte à côte pour pouvoir dire, c'est pas pareil. C'est vraiment très, très différent. Et puis, déprogrammons l'obsolescence. Celui-ci est un petit peu relou à lire quand on passe dans le métro, comme ça, ça finit par s'imprimer. Obsolescence programmée, hop, on le retourne, déprogrammons. Donc, on utilise la deuxième personne du pluriel. Déprogrammons ensemble l'obsolescence. Venez rejoindre la tribu, c'est cool. Soyez pirates avec nous. Et tout ça a été imaginé en positionnant les utilisateurs et les clients en héros, en utilisant un modèle, pas forcément exactement le modèle que vous avez vu tout à l'heure, mais avec un fonctionnement comme celui-ci. Voilà, je viens de vous faire 5 minutes de marketing. Je suis sûr que vous ne vous y attendiez pas en rentrant ici. Je suis content. Non, pas du tout, mais j'adore Back Market. C'est tout pour moi, merci beaucoup.
Et il nous reste pile 10 minutes pour les questions. N'hésitez pas, y compris si vous n'êtes pas d'accord, hein, comme je le dis souvent quand je fais des conférences, même si jamais vous n'êtes pas d'accord, au contraire, même c'est plutôt cool d'échanger. Oui. Alors déjà, super merci. Tu ne peux pas passer le micro, en fait, pour enregistrer? Oui, Attends, je prends une vidéo. C'est juste, c'est pour les utilisateurs distants. Merci, ouais. Donc, du coup, très belle prestation. Merci. Ma question était au sujet de ton diamant. Alors, je ne sais pas comment, s'il a un nom spécial, c'est un Canva, on va dire. Le Hero User Journey, ouais. Tu peux utiliser le Canva, il y en a plein. Ouais. Alors, moi, j'étais plutôt, je connais plutôt le Linux Canva. On part pareil on va dire, du problème business et on va aller à la outcome. C'est un peu ce que j'essaie de rapprocher les wagons. Absolument, tu as tout à fait raison de faire ça. Donc là, finalement, on parle d'un personnage particulier qui est notre étudiant, mais potentiellement, notre roue pourrait se dire qu'on va avoir plusieurs Hero User Journey par type de personnage, ce qui va nous permettre de retrouver notre mode. Hein. C'est un peu ce que c'est exactement ça. Tu as tout à fait raison. Là, ici, je vais faire une aventure finalement par héros. D'accord ? C'est pour ça que la définition des héros, des personnages, elle est super importante et qu'il faut qu'ils soient bien distincts. Je veux dire, si jamais ils différencient juste par la couleur de leur voiture ou la couleur de leurs yeux, ça ne sert à rien. Il faut vraiment que ce soit des personnalités différentes, avec des attentes différentes. Par exemple, on peut avoir un étudiant qui, justement, est un peu dans le besoin, qui a ramé pendant 3 ans, pendant son DUT, à bosser au McDo le soir pour pouvoir se payer ses études, qui en a ras la casquette, qui n'a pas envie de remettre le couvert pendant 2 ans. Donc, on va l'incarner parce que la question financière, la question de l'autonomie, elle est primordiale pour les étudiants. Ça peut être un persona, etc., etc. Alors, le but, ce n'est pas d'en faire 40, des personas. Généralement, quand on en a fait entre 2 et 4, 5, c'est beaucoup, 5. Ouais. Allez, 5, je te le fais à 5. Parce que le truc, c'est qu'il va falloir à un moment donné faire cette roue d'aventure, en quelque sorte. J'arrête pas de changer de nom pour ce truc, le canevas de l'aventure, la roue de l'aventure, pour chacun, idéalement pour chacun des personnages. Alors, ça peut paraître un peu laborieux. Effectivement, ça l'est, ça peut être long. Par contre, ce qui est intéressant de le faire, c'est quand tu les superposes après derrière. Et ma question, c'était, parce que du coup, je n'ai pas posé de question. Oui. La question, c'était à quel endroit, alors je ne sais pas si c'est compatible, tu vas amener le côté expérimentation pour tester finalement la véracité de ton parcours. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je ne sais pas comment le formuler correctement, mais ouais, c'est ça. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Alors, je pense qu'il faut soumettre ces idées-là tout simplement à la cible. C'est-à-dire que, alors les futurs étudiants, c'est pas forcément évident parce que tu vas pouvoir, ils répondront pas forcément à un surveil que tu mettras sur quelles sont vos préoccupations, pourquoi pas, remarque, quelles sont vos préoccupations principales. Là, tu vas émettre des préoccupations et des réponses. Tu peux très bien mettre ça sous la forme d'une enquête que tu mets sur ton site internet. Prenez 2 minutes pour pouvoir répondre. Nous sommes intéressés par connaître vos préoccupations. Moi, j'aurais adoré en allant sur un site d'une école qu'on s'intéresse à moi, en fait, et qu'on ne fasse pas juste regarder comme c'est chouette, les locaux, les profs et tout, c'est super, venez. Voilà, j'aimerais bien que je puisse dire, ben voilà, moi, je vais avoir un souci de logement, moi, je vais avoir un souci de transport, etc., etc. Et tu peux également faire pas mal d'expérimentations in vivo, si jamais tu embarques des étudiants, soit qui sont en dernière année, parce qu'il faut quand même qu'ils aient un peu essoré l'école pour ça, hein, en dernière année, ou qui viennent de sortir, et qui étaient des éléments qui ont été repérés avec un esprit positif, bien entendu. Hein. Et tu les embarques dans ce travail-là, et eux, ils vont pouvoir dire « Ouais, mais attendez, là, ça ne correspond pas du tout à la réalité. » Ou au contraire, ça, c'est super important. Et on peut même imaginer, si jamais tu veux vraiment faire du user-centered, c'est qu'au moment du vote, ces gens-là aient plus de pastilles que les autres. Ou qu'ils aient un super vote, ou peu importe, un peu comme le PO peut l'avoir, par exemple, en design sprint. C'est-à-dire que leur avis va prévaloir à celui des gens qui travaillent à la com de l'école. Ça a l'air simple comme ça, hein. Mais ça ne l'est pas parce qu'il faut réussir à convaincre les gens qui ont, entre guillemets, les décisionnaires, j'allais dire qu'ils ont du pouvoir, les gens qui sont décisionnaires au sein de l'école, il faudra qu'ils s'effacent si jamais ce qu'ils pensent, leur vision aujourd'hui du futur étudiant de leur école est faussée.
Il faut être OK là-dessus. J'ai répondu à ta question? Oui. Aurélie Robert, merci pour cette présentation. Moi, je Rien. vais poser une question plus sur la deuxième partie. En fait, quand tu parlais de back market, de choses comme ça, mais ça rebondit avec ce que tu viens de dire. Oui. On insiste du coup beaucoup sur le côté héros. D'ailleurs, tu as eu un peu besoin de t'excuser pour les personnes du coup qui ne rentrent pas dans le côté héros et penser à Aquaman et Shazam. Du coup, comment ça se passe justement dans ton côté user journey où tu valorises la personne en mode héros, et comment tu fais pour les personnes qui sont pas héros et qui sont entre deux finalement? Tu penses à la personne qui va forcément faire entre guillemets le bon choix, ou tu penses aussi aux personnes qui sont un peu losers? Je veux dire les indécis en quelque sorte. Parce que là, si je prends l'exemple de Back Market, les gros aficionados du neuf, je les ferai jamais venir chez Back Market. D'accord? Alors, comment est-ce que je travaille ça? En connaissant encore plus ma cible. C'est-à-dire que là, Back Market, c'est pas contenté de balancer tout ça en disant ça va leur plaire, allez, on brûle un cierge et puis on verra bien. Ils ont démarré leur communication et ils ont fait énormément de feedback. Et là, typiquement, tu vois un exemple qu'ils ont eu. Là, les deux enjeux, je les présente de la même valeur, mais si jamais je devais les pondérer, des gens qui achètent chez Back Market pour la planète, qui pourraient acheter du neuf, mais qui achètent chez Back Market pour la planète, c'est 25%. 75% des clients de Back Market le font pour des raisons socio-économiques. D'accord? Et la planète, c'est cool, c'est un bonus. D'accord? Donc, à partir de ça, tu vas orienter ta communication et tes accroches de façon à aller réussir à récupérer ces cibles qui peuvent être sensibles principalement par les enjeux socio-économiques. C'est pour ça que là, par exemple, ici, sur le économiser la nature, c'est moi qui ai marqué économiser la nature, c'est pas du tout un truc de Back Market. C'est un enjeu, moins 91% sur l'empreinte carbone, c'est un enjeu environnemental, mais je mets offre spéciale en haut. C'est-à-dire que j'ai quand même le verbatim de l'économie, tout de suite, parce que je sais très bien comment je vais toucher les gens, comment je vais les recruter. Et si vous regardez bien tous les messages, même les messages qui sont provocateurs, ils ne sont pas blessants malgré tout. On se moque un peu, mais on ne marque pas, c'est l'histoire d'un pauvre idiot qui a acheté un iPhone. Non, non, non. On parle d'un iPhone vendu. D'ailleurs, quand on réfléchit bien, c'est l'histoire d'un iPhone vendu 1 000 € à sa sortie. Et pas acheté. C'est la marque qui abuse de vendre 1 000 € un produit neuf, un smartphone neuf. C'est super bien pensé. Chaque mot est pesé. Et Dieu sait s'il n'y a pas beaucoup de place. Parce qu'un affichage, là, vous allez me dire, il y a beaucoup de place qui ne sert à rien, beaucoup de fonds noirs et tout. Mais on sait très bien que dans le métro, quand on trace, je ne m'arrête pas pour faire. Ou alors je m'ennuie. Ou j'ai plus de batterie sur mon téléphone reconditionné. Voilà, là aussi c'est pareil, quand ils alignent comme ça, fiers de ne rien produire, c'est pas neuf, c'est nouveau. Il y a toujours une petite accroche en dessous pour les gens. Tiens, ça me parle. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, des produits reconditionnés jusqu'à 70% moins cher. Donc j'ai un petit truc en plus. Je reçois 2 infos. Je reçois l'info un peu coup de poing, je la mets vraiment entre guillemets parce que c'est pas violent non plus, et l'information qui va me permettre de réassurance, qui va me permettre de transformer. Vous n'en aviez pas eu assez du marketing, vous vouliez un petit rap du coup? Il y a d'autres questions. Bon, moi j'ai une question oui. concrète sur l'atelier Customer Journey, non, Hero. Celui-ci Oui, celui-là. Oui. En fait, je voulais savoir concrètement, j'ai l'impression qu'il y a des sections, par exemple Call to Action, qui seraient peut-être moins intéressantes que Challenge et Transformation. Comment vous faites le découpage concrètement quand vous faites l'atelier en termes de timing? En fait, moi, c'est très concret, je me projette sur ce type d'atelier. Alors, le timing de ce genre d'atelier, c'est pas facile. Clairement, c'est pas évident. Déjà, on va produire du post-it. À partir du moment où on produit des post-it, on a intérêt à bien timeboxer. Et l'idée, c'est de ne pas favoriser une section plus qu'une autre. Parce qu'en fait, toutes ces sections, elles se nourrissent. C'est-à-dire que la section Call to Engage et Call to Action, Call to Action et Refusal to Engage, elles vont de pair. Voilà. De même que Challenge et Transformation, elles vont de pair. Mais tu fais ça dans une seule session ou tu peux programmer plusieurs sessions? Tout dépend. Le paramètre, c'est le nombre de cibles qu'on va avoir, le nombre de fois qu'on va devoir jouer la roue, en fait. C'est surtout ça. Alors, il y a d'autres paramètres. La complexité de l'objectif, la complexité du système. Mais ça, c'est des choses qu'on voit dans tous les ateliers de co-conception. Ouais. La maturité de l'auditoire, etc. etc. Okay. Merci beaucoup.
Merci.